Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les verres commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement.
Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Boum! Imagine une énorme explosion. Ce boom est loin d'être suffisant pour illustrer la détonation la plus puissante que tu aies jamais vue. En effet, c'est carrément un lac tout entier qui vient d'exploser. Tout ce que tu voulais faire, c'était allumer des feux d'artifice dans ce lieu pittoresque. Mais visiblement, tu as totalement zappé le panneau « Danger, feu strictement interdit ». Et maintenant, un terrible mur d'eau fumante se précipite à toute vitesse sur toi. Mais d'abord, revenons au début de l'histoire. Tu es à Alberta, au Canada, et tu viens d'arriver au lac Abraham pour faire la randonnée de ta vie. Le lac est gelé et la vue est superbe. Ces bulles sous la glace ressemblent à des centaines de méduses gelées. En réalité, elles sont faites de méthane, un gaz toxique et hautement inflammable produit par les bactéries qui vivent au fond du lac. C'est pourquoi le panneau est là. Si tu allumes une allumette sur cette glace, tu pourrais prendre feu. Heureusement, tu en as pris note en venant ici et tu as rangé les feux d'artifice que tu voulais allumer. Très bien. Maintenant, un autre endroit, une autre époque, un autre lac. Celui-ci n'est pas gelé, en fait il n'a probablement pas connu d'hiver depuis la dernière période glaciaire. Nous sommes au Cameroun à présent et l'endroit s'appelle le lac Nyos. Il a l'air paisible, mais ne t'y trompe pas. Ses eaux brun-orangé cachent un secret mortel. Le lac se trouve au sommet d'une zone très volatile et les fissures de son fond laissent échapper d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Lorsque le sol se déplace, ce gaz se déverse hors du lac et s'écoule sur des kilomètres autour de celui-ci. Les concentrations sont si élevées qu'un seul souffle pourrait te faire perdre connaissance et tu n'aurais carrément aucune chance de te réveiller. Tu imagines le tableau. Mais le plus inquiétant, c'est que le CO2 n'a ni odeur ni couleur, donc on ne peut même pas le voir venir. Les autorités locales ont mis en place un système de tuyaux qui draine le gaz du lac, le rendant relativement sûr pour les personnes et les animaux à proximité. Et un autre lac toxique, le Kivu, à la frontière du Congo et du Rwanda, a même été aménagé pour fournir de l'énergie à des millions de personnes grâce à ces gaz. Puisque nous sommes en Afrique, allons jusqu'à visiter la dépression de Danakil en Éthiopie. Surnommée l'endroit le plus chaud de la planète, elle porte bien son nom. Le ravin est parsemé de sources d'eau extrêmement chaudes, d'étangs d'acide toxique et de volcans actifs. Le paysage est juste hallucinant et il s'agit probablement du seul endroit habité sur Terre où aucune vie ne peut exister. Oui, c'est un oxymore, je sais. Le peuple Afar vit ici toute l'année et récolte le sel autour des sources pour en faire le commerce, alors que les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve de vie microbienne dans celui-ci. Les humains sont connus pour s'installer partout, jusque dans des endroits que, normalement, n'importe qui devrait plutôt avoir tendance à fuir. Prenons l'exemple du mont Tambora en Indonésie. Des milliers de personnes vivaient sur et autour de ces pentes depuis des siècles, jusqu'à ce jour fatidique de 1815. Le Tambora est un volcan, et cette année-là, il a décidé d'entrer en éruption, ce qui a provoqué une explosion qui a tout effacé sur l'île. Elle a été entendue à près de 1000 km de là. Il a craché tellement de cendres volcaniques qu'elles sont retombées sur les îles environnantes et ont provoqué une année sans été dans tout l'hémisphère nord. C'était l'éruption la plus puissante des 10 000 dernières années. Et après celle-ci, le mont Tambora a perdu jusqu'à 1524 mètres de sa hauteur. Mais revenons à notre époque. Il y a une île que tu n'auras jamais le droit de visiter. Mais je parie que tu voudrais l'éviter à tout prix de toute façon. L'île aux serpents, au Brésil, abrite des milliers de serpents, comme son nom l'indique. Dès que tu poseras le pied sur son sol, tu courras le grand risque d'être mordu par une vipère. L'île est également le seul endroit où il est possible de rencontrer une vipère à tête de lance dorée. La rencontre d'une vie, assurément. Cet endroit est si dangereux que le Brésil en a interdit totalement l'accès aux touristes et à tout autre visiteur.
Bon, je vais changer de plan alors. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde ces épines. Tu vois ce que je veux dire? Aïe! Bien qu'ils ne soient pas agressifs, ils ont une bonne défense contre toutes les créatures qui veulent les manger. Des pics venimeux et une morsure venimeuse. Tu as l'embarras du choix, n'est-ce pas? Ils vivent dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas possible de les éviter. Ils se déplacent surtout dans des eaux peu profondes et se cachent dans des bassins rocheux et dans les récifs. Donc, les gens peu avertis leur marchent souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles. Et la sensation est un peu semblable. Elle peut s'enfoncer assez profondément et en plus elle libère une forte toxine. Le remède? Retire rapidement les épines et lave-les à l'eau salée. Il est un petit mammifère marin qui adore les oursins. Une idée? C'est la loutre de mer. Ne te laisse pas berner par sa beauté, il s'agit vraiment d'une dure à cuire. Ces mammifères sortent rarement de l'eau et même pas pour faire des siestes. Se tenir par les pattes avec d'autres loutres les empêche de dériver loin du groupe. Leur fourrure est la plus dense de la planète, jusqu'à 150 000 poils par centimètre carré. Nous n'en avons que 300 environ. Ils sont aussi doués avec les outils. Ils peuvent utiliser des pierres pour ouvrir des coquilles. Sinon, comment ouvrirais-tu un oursin? En outre, tu devrais essayer de temps en temps. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours soit pour le meilleur look de roche. Leurs petits yeux sans reflet et leur peau rugueuse s'intègrent parfaitement à leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grande et une maison pleine de... Oui, c'est des rochers. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même en manipuler un ne sera pas très amusant. Les épines de leur nageoire dorsale ont un venin extrêmement puissant. Il est expulsé lorsqu'on leur marche dessus et il peut entraîner une paralysie ou même une insuffisance cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il soit l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau et n'importe où ailleurs. Fais attention quand tu te déplaces dans des zones rocailleuses, ils adorent jouer à cache-cache. Les tentacules des méduses-boîtes peuvent atteindre 3 mètres de long. Et chaque tentacule possède 5000 cellules urticantes. Pas mal pour une créature qui est principalement constituée d'eau. Leur venin est assez fort pour paralyser tout ce qu'elles veulent manger. Alors sache que si tu te fais piquer, ça va te faire très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même notre système nerveux. Pas étonnant qu'elle soit considérée comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Pour lutter contre la douleur, je te recommande de ne pas utiliser de crème solaire, de soda, de café ou d'autres méthodes plus anciennes. Elles ne fonctionnent pas. La meilleure chose à faire est d'utiliser de la bonne vieille eau de mer. On dirait que les méduses sont les maîtres de l'océan, pas les requins. Regarde autour de ta piscine de pierre locale. Tu pourrais voir cette douce petite pieuvre. Elle est minuscule et a des anneaux bleus. Trop mignonne, mais ne te fais pas avoir, cette pieuvre est tout sauf un chouette animal de compagnie. Si on la provoque, elle se mettra à scintiller en bleu fluo pour avertir tout le monde de ne pas s'approcher. Et je te recommande fortement de rester éloigné en effet. Leur venin est 1000 fois plus dangereux que le cyanure. Le pire, c'est qu'il n'y a pas d'antidote connu pour cela. La meilleure chose à faire, prendre une photo vite fait et fuir. Mieux encore, fuis carrément tout de suite. Même les pieuvres ne sont pas normales en Australie. Je vais plutôt rester avec mes crevettes sur le barbecue, tu vois ce que je veux dire? Ok, tu vois cette grosse bûche près du fond de l'océan? Peut-être qu'elle appartient à un vieux bateau, à un trésor d'or, de diamants, oui, je suis riche. En t'approchant, tu remarques quelque chose. Ce truc nage. Ce n'est pas un requin ni un dauphin, non, c'est un crocodile d'eau salée. Ok, respire, ne panique pas. Si tu tombes sur un de ces reptiles de mer, il est peu probable qu'ils te choisissent comme repas. Les crocodiles ont une valve spéciale dans la gorge qui les empêche de se noyer sous l'eau, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mordre. Lorsqu'ils veulent se rendre sur une île voisine, le moyen le plus rapide pour eux est le body surf. Ah oui, car tu sais, ils ne peuvent pas vraiment prendre le ferry. Si tu les vois, reste à bonne distance. Mais ne nage pas tout de suite vers le rivage, car ils adorent attraper leur déjeuner dans des eaux peu profondes. Cela dit, s'il y a bien une occasion où j'aimerais voir un grand requin blanc, c'est quand je fais de la plongée avec des crocodiles. Je suis sûr que si j'arrive à les motiver, ils seraient ravis de goûter une bouchée de crocodile. À tenter, je sais pas. Partir en bateau au large des côtes mexicaines? Le plan vacances parfait, non? Le soleil, l'eau bleue, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais
Ne t'attends pas à ce qu'il se poste dans un coin pour te saluer ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Tu marches sur la plage en direction de l'eau, mais quelque chose semble différent aujourd'hui. L'eau est d'un vert éclatant et ton nez se remplit d'une odeur bizarre d'œuf pourri. Dois-tu t'approcher pour vérifier quel est ce phénomène? Non. Arrête-toi tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vois s'appelle une prolifération d'algues nuisibles, également appelée efflorescence algale, et s'en approcher est une très mauvaise idée. Cet amalgame contient des algues qui peuvent produire des gaz toxiques très dangereux. C'est ce qui fait que certains lieux touristiques qui étaient autrefois populaires sont devenus déserts. Tu peux aller sur une plage au bord de la mer ou au bord d'un lac et voir quelque chose qui ressemble à de l'écume de couleur bleu-vert qui flotte sur ou juste en dessous de la surface de l'eau. En fait, cela ressemble à des sortes de traînées de peinture vert vif. Certaines fleurs d'eau, appelées marées rouges, peuvent aussi colorer l'eau en brun ou en rouge. Quoi qu'il en soit, si jamais tu vois quelque chose dans ce genre, essaie de te tenir à l'écart, de contrôler ta curiosité et de ne pas partir à la découverte de ce drôle de phénomène. Lorsque les algues se décomposent, des poches de gaz toxiques de sulfure d'hydrogène se retrouvent emprisonnées sous la croûte. Si tu marches sans le savoir sur une poche pareille, tu libéreras le gaz et pourras l'inhaler accidentellement. Autant te dire que cela risque de se finir tragiquement. Sur certaines plages, les bulldozers empilent les algues dans des camions à benne et les amènent dans des centres spéciaux. Là, les travailleurs sèchent les algues et s'en débarrassent. Mais parfois, ces centres doivent être fermés temporairement. Les algues mélangées à du sable et à de la boue sentent alors tellement mauvais que les habitants ne peuvent pas dormir la nuit à cause de cette puanteur. Il existe 3 types d'algues dangereuses qui peuvent devenir nocives. Les cyanobactéries, les dinoflagellés et les diatomées. Toutes sont composées de minuscules formes de vie flottantes qui utilisent la lumière du soleil pour créer leur propre nourriture. Les proliférations d'algues bleu-vert sont causées par les cyanobactéries. Elles produisent des toxines dangereuses qui détruisent les tissus nerveux. La situation peut devenir tellement grave que les stations d'épuration des eaux ne parviennent pas à se débarrasser de la toxine. Dans ce cas, il est recommandé aux habitants de ne carrément plus utiliser l'eau du robinet. Les dinoflagellés et une sorte de diatomée sont responsables de la création des marées rouges. Elles se produisent principalement dans les baies des océans. Pour qu'une marée rouge se forme, l'eau doit être chaude, salée et riche en nutriments. Ce genre d'efflorescence libère une énorme quantité de toxines différentes. Au Texas, avant, les marées rouges n'avaient lieu qu'une fois par décennie. Aujourd'hui, elles se produisent tous les 3 ans. En Floride, les marées rouges apparaissent tous les ans. Les diatomées sont longues et fines et peuvent produire des substances toxiques nocives pour l'homme. Pire encore, si certains crustacés comme les couteaux mangent beaucoup de ce plancton, ils deviennent eux aussi toxiques. C'est pourquoi les consommer peut mener à une catastrophe. C'est l'une des raisons pour lesquelles on surveille les eaux de la mer. Si les niveaux de toxines deviennent trop élevés, les plages sont fermées pour éviter la récolte des coquillages. Les proliférations d'algues nuisibles peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Elles suppriment tout l'oxygène de l'eau et entraînent la disparition de la vie marine. Mais la situation est encore pire lorsque les microbes commencent à décomposer les algues à la fin de cette prolifération. Ils consomment alors encore plus d'oxygène et aucun poisson ne peut plus y survivre. Cela crée d'énormes zones d'eau presque totalement dépourvues d'oxygène et de toute forme de vie végétale ou animale. Les proliférations d'algues nuisibles apparaissent dans les régions où l'eau contient trop de nutriments, et les nutriments les plus courants proviennent de l'agriculture et d'autres industries. De plus, les moussons d'hiver sont devenues plus chaudes et génèrent désormais plus d'humidité. Cela permet aux algues de se rassembler en d'énormes proliférations. Certaines d'entre elles deviennent si énormes que de gros tourbillons verts peuvent carrément être observés depuis l'espace. Mais toutes les proliférations d'algues ne sont pas nuisibles. Certaines d'entre elles ne font qu'ajouter un mauvais goût à l'eau, changer sa couleur ou produire des odeurs dégoûtantes. Malheureusement, tu ne pourras pas distinguer les algues toxiques des algues totalement inoffensives juste en les regardant. Les algues ne sont pas les seuls organismes qui semblent complètement inoffensifs. Voici d'autres habitants marins qu'il ne faut jamais toucher. La méduse Irukandji, qui vit en Australie, semble minuscule et totalement innocente. Mais les apparences sont trompeuses, et ce bébé de la taille d'un ongle humain est en fait mortel. Pendant la saison qui va de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend les méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Tu ne les verras tout simplement pas en nageant. Oups. La pieuvre aux anneaux bleus n'a pas juste l'air parfaitement inoffensive, elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Tu ne voudrais surtout pas tomber nez à nez avec cette créature relativement petite de 20 cm de long. Elle transporte suffisamment de venin pour assommer 26 adultes en quelques minutes. Et une fois que l'animal se sent menacé, tu peux probablement deviner le résultat. En même temps, si on ne la dérange pas, cette pieuvre est absolument docile. La fameuse méduse boîte, nommée ainsi en raison de sa forme cubique, vit dans les océans Indien et Pacifique.
Reste à l'écart de cette créature qui possède une cloche carrée et de longs tentacules qui pendent. Et même si tu vois un seul tentacule sans méduse ni rien à l'autre bout, ne t'en approche pas et ne le touche pas. La méduse boîte peut grandir jusqu'à 3 mètres et chacun de ses tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques qui lui servent à injecter du venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses boîtes sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à toi en enroulant leurs minces tentacules autour d'un de tes membres ou de ton corps. Vu le danger que représente leur venin, je te jure que ce ne sera pas une expérience agréable. L'étoile de mer couronne d'épines a reçu logiquement son nom des épines venimeuses qui recouvrent tout son corps. C'est la 2e étoile de mer au monde en termes de taille. Elle peut mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre.